peut-être se remettre tous ici devant, les trois orateurs, et puis nous allons nous installer. Je voulais relever quand même une chose que j'ai ostensiblement pas dit au départ, c'est qu'on s'est rendu compte en réfléchissant à cette question du logement d'urgence qu'il y a vraiment des parallèles, je crois, qui a été assez clairement évoqué dans ces trois interventions, et la question de la pérennité. On voit bien qu'il y a une tension toujours entre le provisoire, le transitoire et le pérenne. Et on trouve exactement les mêmes problématiques à toutes les échelles. Moi, j'avais aussi une autre question sur laquelle vous êtes arrivés les trois, et c'est la question identitaire, le chez-soi, habiter chez soi, cette notion extrêmement importante, fondamentale, vous l'avez bien dit, M. Nicolini, au départ, de s'intéresser plus au vécu des gens, plus qu'à leurs besoins immédiats, enfin, en tout cas, à leur aspiration en tant qu'être humain. Je voulais, bien sûr, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir immédiatement? C'est une question. Sinon, j'avais une réflexion pour lancer un peu le débat. Le modèle évoqué par Elsa, c'est un modèle qui, on le conçoit assez bien, peut se pratiquer dans des pays où il y a pas mal de ressources, où les gens sont sur place, vivent sur place. Est-ce que ce type de modèle, enfin, le modèle que tu as bien expliqué, qui fait appel à des traditions locales, à des ancrages locaux, à des connaissances peut-être du terrain aussi, et des ressources du terrain, est-ce qu'il est applicable, il serait applicable par exemple au Liban, lorsqu'on est en situation de réfugiés, de gens qui sont complètement déracinés? Je ne sais pas si... Enfin, moi, je me pose la question. Alors, bon, j'attendais un peu cette question, bien sûr. En fait, moi, je ne suis pas sûre, enfin, peut-être que je me suis un peu mal exprimée, mais je ne suis pas sûre que j'avais vraiment envie de proposer un modèle. Donc, j'avais plutôt envie de proposer un peu des réponses qu'on avait trouvées dans des contextes. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je n'ai pas montré de contexte de conflits armés et de déplacement de population. Mais je ne connais pas en fait le contexte dans lequel tu parles, mais j'ai travaillé en Colombie avec des populations déplacées par le conflit armé. Et en fait, on avait quand même réussi à trouver des solutions de relogement en autoconstruction sur des terrains en fait, qui étaient complètement en dehors de toute tradition. Enfin, c'est des populations qui n'habitaient pas là à ce moment-là et qui ont été déplacées et qui devaient se retrouver un logement. Et donc dans ce cas-là, on a plutôt travaillé avec ce qu'il y avait sur place, localement. En fait, on est toujours dans un endroit finalement. Et puis, on avait fabriqué par exemple des briques avec la terre qu'on avait trouvée par terre. Et puis, on a construit un quartier dans ce cas-là, c'était 250 maisons avec un tournus jour et nuit de fabrication de ces briques avec les gens sur place. Dans les camps sahraouis, Cratère aussi est très présent dans l'amélioration et la reconstruction des logements, avec aussi ce qu'on trouve sur place au niveau des ressources et dans aussi des activités d'occupation finalement des gens qui n'ont pas de travail, qui leur donnent des compétences pour aller aider les nouveaux réfugiés qui débarquent. Donc c'est vrai que j'ai un peu de la peine à plus parler de ce contexte spécifiquement, n'ayant jamais été sur place. Donc, mais moi je pense effectivement que c'est adapté en fonction de ce qui est possible de faire sur place. Enfin, voilà. Monsieur Nicolini, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'une démarche du même type serait envisageable? Mais je pensais par exemple à ce que vous avez montré au départ. Vous montrez qu'il y a une partie d'un de ces camps que vous avez montré à l'écran qui a été planifié dans un mode de faire de façon occidentale et rationnelle, et que vous avez ensuite laissé les gens faire évoluer leur vie d'une certaine manière, de manière autochtone. Donc là, on a déjà un glissement vers, disons, un rapprochement vers la culture locale. Mais c'est surtout
ça c'était surtout pour recréer l'espace social plutôt que l'espace de la maison de chaque famille. Donc c'est vivre à côté de mes voisins, vivre à côté de mes parents, mais avec la tente ou avec les caravanes données par des bailleurs de fonds, par des donateurs. Donc les réponses pour la taille du problème, ils ne sont pas possibles. Pour l'urgence, dans le cas des contextes, je crois qu'ils ne sont pas possibles. Moi, je vois une réponse de ce type quand il y aura un jour les retours. Quand il y aura un retour des Syriens, ils vont retourner à Alep, ils vont retourner à Idlib, chez eux. La maison est détruite par la guerre. Alors là, c'est un peu plus... C'est entre, je crois, l'urgence du développement. C'est plus en direction du développement. Pour 51 millions de réfugiés déplacés, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas l'argent, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas le temps, et c'est trop. Et voilà, quelquefois c'est les temps, et les temps, chaque 6 mois ils sont changés. En Irak aujourd'hui, les réfugiés, ils ont une base en béton, et la tente est changée chaque 6 mois parce qu'il n'y a pas l'argent. Ils sont trop. C'est submergé. Oui. Et aujourd'hui, la crise économique et financière a frappé l'humanitaire aussi. Donc les bailleurs de fonds, bon, il y a des intérêts politiques, mais il y a aussi moins d'argent et plus de crise. Ouais. Et pour rebondir sur cette question d'argent, il me semble que chez nous, on a l'argent. Si j'ai bien compris, 3 300 000 francs payés en chambre d'hôtel chaque année, si je fais un petit calcul rapide, là, 55 millions, on pourrait construire pour 55 millions, pour 3 300 000. Ça fait à peu près 200 logements. On pourrait construire 200 logements avec cet argent. L'argent, il est là. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est probablement le foncier, c'est-à-dire que de la même manière que peut-être à Port-au-Prince ou au Liban ou en Philippines, vous pouvez reconstruire à partir du moment où vous avez un terrain qui peut vous être reconnu. Alors, ici, pour trouver un terrain sur lequel construire quelque chose, c'est devenu vraiment très difficile. Et nous, là, on profite en fait d'une particularité de la réglementation. Elle est tellement complexe, vous savez mieux que moi, vous la connaissez mieux que moi, que des fois on peut trouver des interstices. Là, c'est au bord de l'autoroute, on n'a pas le droit de construire du logement. Donc, c'est un terrain sur lequel on a pu mettre des logements modulaires qui sont présentés qui sont d'ailleurs réellement de l'hébergement provisoire. Donc c'est cette proximité de l'autoroute et ce qu'elle implique au niveau réglementaire qui fait que peut-être on pourra encore en construire d'autres là le long de cette autoroute. Mais autrement, trouver un terrain, c'est juste impossible. Et je crois que ça c'est... À un moment donné, comme on n'a pas la culture de construire en hauteur, je pense qu'on est dans un très petit pays, très exigu, qui a un modèle de développement fondé sur la croissance démographique forte. Et là, il y a un léger paradoxe qui, pour le moment, n'est pas du tout résolu. Oui. En réaction à ce que vous dites, les zones d'utilité publique, c'est juste, ne peuvent pas être utilisées actuellement, en tout cas à Lausanne, pour construire ce type de logement qui s'en approcherait furieusement, non? Comme zone d'utilité publique, vous pensez à quoi? Les zones qui sont pour notamment la construction des écoles, où il y a dans le plan général d'affectation pour compte local lausannois, il y a un certain nombre de zones bleues qui sont les zones d'utilité publique et dans lesquelles on pourrait construire des logements. Alors, je ne peux pas répondre à la place de l'autorité sur leur planification, disons,
mais je crois qu'on peut quand même signaler aussi que pour une ville comme Lausanne, elle fait l'essentiel de l'effort en matière de logement subventionné, de logement social, d'hébergement collectif, d'hébergement individuel. Disons, l'immense partie de l'effort dans le canton est fait par la ville de Lausanne. Au point qu'à un moment donné, ça génère un déséquilibre. Alors, je ne parle même pas des aspects, disons, strictement sociaux, mais en tout cas fiscaux, financiers. Et ce déséquilibre devient vraiment problématique. C'est-à-dire que quand vous construisez des logements subventionnés, vous générez des coûts et vous vous privez de recettes. Vous avez un double effet négatif. Et au moment où la Confédération et le canton font des choix en termes de politique fiscale qui vont priver les communes d'une partie encore de leurs ressources, on va vraiment dans une situation où même une ville comme Lausanne, avec la sensibilité politique qui est celle de ses autorités, doit construire des logements qui vont faire venir des contribuables. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles le sont. Alors, je ne prends pas position là-dessus, je vous dis quel est le discours officiel aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus possible qu'une seule commune porte l'entier de la conséquence sociale du modèle économique dominant, dont profite tout l'arc lémanique. Et ça c'est vraiment aujourd'hui une impasse dans laquelle se trouve une ville comme Lausanne. C'est 50% par exemple des logements subventionnés de tout le canton. J'aimerais revenir sur une provocation qu'a fait Elsa Caudray tout à l'heure, où tu as dit mais où sont les architectes? Et un peu pour rebondir sur votre réflexion, M. Cornu, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'architectes qui s'impliquent? Il y a beaucoup, c'est très à la mode de faire du humanitaire. Maintenant, on va, tous les jeunes, beaucoup de jeunes s'intéresser à ça, faire de l'humanitaire, faire des diplômes d'architectes sur des développements de villes, pays en voie de développement. Mais on ne voit pas beaucoup d'engagement localement du même type. Je pense que c'est moi qui pose la question. Tu veux peut-être la préciser. Non, mais je l'ai ramené au niveau local. Parce qu'au niveau international, on la voit. Disons, au niveau local, il y a toujours peu d'engagement. Oui, mais en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve que même au niveau international, ça manque d'engagement, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a beaucoup d'architectes et d'étudiants qui font des projets dans le domaine de l'aide humanitaire ou du développement. Mais comme j'essayais de le montrer dans la présentation, souvent ça reste assez formel ou assez fun en fait, développer des petits projets qui marchent bien, mais on se demande parfois s'ils sont vraiment adaptés à ce que veulent les gens localement. Et puis actuellement il y a aussi beaucoup de projets qui sont publiés par des architectes un peu stars au niveau international qui en jettent. On les trouve très beaux, ils sont construits en terre, même parfois avec des belles couleurs. Mais n'empêche qu'on se demande toujours si sur place les gens sont vraiment contents de ces bâtiments parce qu'ils correspondent tellement à ce que nous on aime qu'on se dit que forcément, au niveau même juste esthétique, il doit y avoir à un moment un problème. Et donc je pense que peut-être c'est plus en général un manque d'implication des architectes dans des projets dans lesquels il faut passer un peu plus de temps. Et d'ailleurs, je profite juste de rebondir un peu sur la question économique. En fait, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé. Les maisons qu'on a reconstruites en Haïti ou aux Philippines, elles coûtent en général entre 4 et 5 fois moins que les propositions des ONG en maçonnerie de ciment. Et elles ont souvent des coûts assez similaires des abris transitoires. Parce qu'on peut voir qu'elles utilisent finalement plus ou moins la même quantité de matériaux, c'est-à-dire une ossature bois, même un peu moins parce qu'on n'utilise pas de plywood qui est quand même assez cher. Donc finalement la question économique, elle n'est pas principale dans le choix des stratégies
Moi, je pense que c'est plus aussi une question de volonté de s'investir, en fait, dans un contexte où souvent c'est un peu plus compliqué que d'arriver avec quelque chose de tout fait, qu'on est sûr qui marche, et après 2 ans, on boucle les comptes et on part, en fait. Et c'est vrai que dans des projets où on travaille plus avec les communautés locales, il faut déjà essayer de comprendre comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles ont vraiment besoin, et ça prend un peu plus de temps et d'écoute, en fait. Donc moi, je situerais plus le problème à ce niveau-là qu'au niveau économique, en fait. Mais dans tous les cas, vous répondez-vous à une commande publique? Vous débarquez pas comme ça? Parce qu'il me semble, je ne sais pas si c'est vraiment le problème de la volonté des architectes. Pour moi, c'est une volonté politique, une commande publique. Donc, en fait, vous répondez quand même à une commande publique d'une certaine manière, alternative, intéressante, mais vous répondez à une demande qui a un coût, enfin, vous avez un mandat. Donc, finalement, pour reparler de la question locale, c'est oui, la commande publique pour faire du logement social ou très social dont on a besoin, dont le service social a besoin. Enfin, je reposerai plutôt la question comme ça. Si je comprends bien, on répond. Donc, je n'ai pas tout à fait compris la question, mais c'est-à-dire, on répond à une demande, oui, c'est sûr. Donc, il y a un problème, par exemple, une catastrophe, plus de logement, donc les gens localement ont besoin de se reloger. Ensuite, par exemple, en Haïti, je pense que tout le monde le sait, il y a eu énormément d'argent. Il y a des quantités d'argent hallucinantes. Mais où est-ce qu'il est passé? Notamment dans la construction de ces abris transitoires qui, malheureusement, au niveau de la quantité de matériaux et du coût, pourraient correspondre à de l'habitat permanent. Malheureusement, il n'a pas été pensé comme ça. Et ces abris transitoires, ils ont été pensés par des architectes qui n'étaient pas locaux. C'est des architectes qui viennent des États-Unis et d'Europe. Donc, en fait, si ces architectes-là avaient aussi pris le temps, peut-être, de travailler un peu plus sur leur projet, et je ne parle pas de moi, c'est plutôt comment on utilise finalement cet argent-là. Et puis maintenant, il est épuisé, donc voilà, il ne reste rien pour développer des projets intéressants d'habitat permanent. Mais j'aimerais rebondir parce que je trouve intéressant cette réflexion-là, c'est la question du mandat, effectivement. Et ça veut dire qu'il y a un marché. Et au fond, où est-ce qu'il est le marché? Et là-dessus, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu frappé dans ce que vous avez dit, M. Liccolini. C'est l'analogie qu'on peut faire dans l'approche qui semble être la tendance maintenant du HCR, qui est au fond presque celle du CIO. C'est-à-dire, il y a une opportunité pour une communauté locale de développer sa ville. Quand le CIO reçoit une candidature d'une ville, elle juge toujours comment cette ville-là va accueillir les infrastructures, et puis ça va lui permettre de se développer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une similarité, et puis du coup un marché qui pourrait se créer comme ça? Au fond, on fait des camps de réfugiés comme on fait des Jeux Olympiques. Non, c'est seulement pour mieux utiliser l'argent, je crois. Donc investir, parce qu'on est obligé dans un camp de réfugiés, mais investir pour la communauté locale aussi. Donc, non. Deux questions. La première est l'unité que vous construisez avec plutôt des matériaux locaux. C'est le frais par unité, c'est à peu près combien par maison? Vous dites le coût d'une maison? Oui, moyen. Ça dépend du pays, en fait. Oui. En Haïti, vous dites? Oui. Le coût, on est entre 1000 et 2000 $ par maison, à peu près. Les Philippines? Philippines, c'est à peu près similaire, en fait. Mais on est... disons que c'est difficilement comparable, on n'est pas dans les mêmes nombres de mètres carrés, on n'est pas... Oui, c'est la prochaine question. La surface de sol, à peu près dans chaque unité. 10 mètres carrés, 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés? C'est très variable, en fait. Par exemple, en Haïti, on a beaucoup cherché à reconstruire sur l'ancienne maison. Donc ça dépendait finalement du nombre de mètres carrés de l'ancienne maison. En garantissant au moins une unité, si la maison était très grande et que ce n'était pas faisable, on garantissait une partie principale qui soit complètement refaite.
Et la reconstruction, ces maisons elles sont résistantes contre plusieurs types d'hasards différents. Par exemple, en Haïti, on a l'activité sismique, mais plus aussi de l'ouragan. Oui, bien sûr, en Haïti, on a plus travaillé contre les cyclones d'ailleurs que les séismes, parce qu'ils ont plus de problèmes avec les vents. Ils sont plus résistantes, les constructions. Oui. Il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que vous, M. Nicolini, avez dit à propos des camps et les moyens à disposition. Est-ce qu'on étudie aussi les moyens en force de travail qu'il y a sur ces camps? Parce que je suis sûr que dans ces camps, il y a des charpentiers, il y a des maçons, il y a toutes sortes de gens qui sont là, qui ne font rien au fond, et quelque part, tous les 6 mois, vous dites que vous devez recommencer parce qu'il n'y a pas d'argent, on revient. Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose à développer aussi? Parce qu'à la fois, ça donnerait du travail aux gens qui sont sur place, ça créerait peut-être du lien social avec les autres, et peut-être qu'au fond, finalement, ils commenceraient à se construire quelque chose plutôt que des gens qui attendent que l'argent vienne et puis qu'on leur change leur tente. Enfin, c'est une question que je me pose. Quand vous avez dit non, mais on ne peut pas avancer dans ces conditions-là, il n'y a rien qui peut se passer. Oui. Peut-être pas les premières semaines, mais c'est la permanence dans les camps va être comme un ordre d'Irak pour les réfugiés syriens. Oui, bien sûr. Il y a tous des programmes faits par des autres départements qu'en anglais ils appellent livelihood. Donc c'est soutenir l'indépendance économique des réfugiés dans les camps avec des formations, avec des microcrédits et des choses comme ça. Oui. Je reviens sur le projet à Haïti, où il y a un certain nombre tout un quartier que vous nous avez montré, et où c'est resté vide. Comment ça a pu se faire que, si j'ai bien compris, ça a été lancé par le gouvernement. Le gouvernement, à mon avis, c'est des Haïtiens. Et comment se fait-il qu'ils aient pu faire quelque chose qui ne correspond pas aux besoins de la population? Et en plus, que ça reste vide, alors qu'il y a des gens quand même qui pourraient peut-être s'adapter à ce qui a été construit. Bon, j'avoue que j'ai mis cette photo pour provoquer un peu, parce c'est vrai qu'elle est complètement hallucinante. Et en fait, c'est plutôt le résultat de la corruption haïtienne, de l'État haïtien. En fait, finalement, c'est pas complètement lié à la problématique de la reconstruction. Enfin, disons qu'on peut dire qu'une partie des fonds est partie à faire ce genre de choses. Parfois, on appelle ça des projets éléphants blancs dans le développement. Et voilà, disons que c'est une autre thématique de pourquoi ils en arrivent à construire des pareilles aberrations. Mais... Est-ce que vous faites un travail de prévention? Vous dites qu'il y a des zones à risque qu'on connaît évidemment. Est-ce que vous allez sur le terrain pour prévenir ou genre améliorer les maisons existantes ou pas? Non, c'est pour Elsa. Alors, les projets de réduction des risques, oui, en fait c'est très actuel, d'ailleurs tous les ONG en font actuellement, et puis ouais, à différents niveaux, oui, ça fait vraiment partie des stratégies actuelles, bien sûr. Et puis finalement, quand je vous expliquais que dans les stratégies il y avait la sensibilisation de la population, c'est aussi beaucoup leur montrer pourquoi leur maison n'a pas tenu finalement, alors qu'elle aurait dû tenir si elle avait été construite selon les règles de l'art, etc. Donc de les rendre conscients en fait, peut-être de ce que le charpentier a mal fait au moment où ils l'ont mandaté pour construire leur maison, etc. J'avais encore une question plus locale.
comment, parce que bon, je m'attendais à votre réponse à la question sur la question, l'argent est là, il n'y a pas le sol, c'est exactement l'inverse dans les situations à l'étranger qu'on a vu là, où là il n'y a peut-être pas d'argent, mais il y a beaucoup de sol. Vers quoi il faudrait aller? Vers des droits de préemption, vers comment est-ce qu'on pourrait essayer de résoudre le problème, enfin, les modèles coopératifs, parce que l'argent est là, et puis au fond, le sol aussi, en quelque sorte. Bon, je ne sais pas si le sol est là en suffisance. Donc, le canton de Vaud a besoin, pour faire face à la croissance démographique, de l'équivalent d'une petite ville par année, comme Morges, si vous voulez. C'est ce qu'écrit Statistique Vaud, hein, en disant, voilà, c'est ça la croissance, c'est ça notre modèle, c'est une petite ville vaudoise chaque année supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez des idées où la mettre, mais moi je pense que ce n'est pas possible, sauf alors à changer complètement d'approche, et puis à se dire, bon, alors c'est la densité, c'est le Japon, c'est New York, on va construire en hauteur, on va changer complètement de paradigme. Mais je pense, alors, moi je suis travailleur social, donc par rapport à toutes sortes de phénomènes dont j'hérite des conséquences, j'essaie évidemment de comprendre le phénomène en amont, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, par intérêt, mais je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas économiste. Simplement, il me paraît qu'il y a un gros hiatus entre un modèle de développement qui est fondé sur la promotion économique exogène, sur l'immigration de main-d'œuvre très qualifiée de l'Union européenne, sur la libre circulation, etc. Et puis, une vision de la cité, une vision du bâti qui reste celle du siècle passé, on va dire. Là, ce hiatus, qui est-ce qui en fait les frais? Ce sont les personnes de conditions modestes qui ne peuvent plus tenir. Au cours des 10 dernières années, le loyer moyen du logement offert a doublé. Il a doublé. Est-ce que les salaires ont doublé pour les personnes de conditions modestes? On en est évidemment extrêmement loin. Donc là, on a un problème qui est vraiment très important. Alors, comme il se pose aujourd'hui au niveau de la commune, même pas du canton, la commune se dit « je compte sur les autres communes ». Et il n'y a pas de véritable politique du logement, disons de politique du logement social, en tout cas, à l'échelle du canton. Et alors c'est vrai que moi je suis le responsable du service social d'une ville qui dit voilà, ça fait 25 ans qu'on fait l'essentiel de l'effort et que nous avons une augmentation très importante d'une population modeste avec une proportion très importante de personnes qui ne payent pas d'impôts. Puis vous comparez avec Puyi, Saint-Sulpice, Vitry, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, où là vous avez une situation complètement différente. Donc, on devrait au minimum cantonaliser ou fédéraliser cette problématique, changer de niveau institutionnel et reposer complètement la question du modèle de développement. Et ce qui est un peu terrible pour des travailleurs sociaux comme moi, c'est de se trouver là avec les conséquences d'un modèle de développement qui sont vraiment problématiques, et vous vous retrouvez bien malgré vous, je souligne bien malgré vous, un peu dans le camp de ceux qui interrogent ce modèle, et puis vous savez qui sont les autres qui l'interrogent, pas ceux qui ont peut-être les mêmes valeurs ou les mêmes convictions. Et ça rend les choses extrêmement
complexe parce qu'au moment où vous interrogez ce modèle de développement, du coup, vous pouvez être assimilé à, disons, à l'UDC. Voilà. Et puis, vous êtes donc plutôt xénophobe. On va tout de suite placer la question sur le terrain moral par rapport à l'autre, par rapport à l'étranger. Donc on ne peut plus avoir un débat sur un modèle de développement fondé sur la croissance démographique. J'ai des collègues en Allemagne, ils ont un problème inverse. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent, en tant que chefs de services sociaux, ils doivent gérer le problème de quartiers entiers dépeuplés où il reste 3 personnes âgées dans un immeuble de 10 étages et où la gérance ne veut plus payer pour l'entretien de l'ascenseur parce que c'est plus possible. Voilà. Alors, à chaque région, en fonction de son modèle de développement, ses problématiques sociales. Ça ne répond pas à votre question. Si, moi je pense que cet aspect de politique sociale plus global, oui, certainement intéressant. Ça suscite de propres réactions. Oui, non, mais je ne suis pas votre... enfin, je ne sais pas la poursuite de votre débat, mais c'est une question plutôt très, très pratique. Le projet que vous avez montré de logement modulable, architecturalement, il est fait en quoi? Il se caractérise par quoi? Enfin, il est démontable, il est... Alors, au départ, ma démarche était d'essayer d'envoyer un message, si je puis dire. C'est-à-dire que j'étais prêt à acheter des porte-à-cabines et à les aligner sur n'importe quel terrain disponible, voire même sur des parkings, des terrains vagues, que sais-je, pour donner la clé à des gens qui, depuis des années, n'ont plus de chez eux. Ce que je considère, à titre personnel, comme un scandale, dans le pays le plus riche du monde, où la fortune moyenne par habitant est de plus de 500 000 francs. Donc, j'étais prêt à mettre des porte-à-cabines, mais pour envoyer un message à l'autorité, à la société, à la population. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on pouvait faire du préfabriqué qui ressemble, qui est quand même mieux que du porte-à-cabine, qui est plus efficace, mais qui reste quand même aussi manifestement et visiblement une construction d'urgence, une construction du provisoire. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de modules, c'est des studios qui sont préfabriqués, qui tiennent sur un camion. Vous assemblez ça, en 3 semaines, vous faites vos 60 appartements. C'est donc préfabriqué en usine. Et puis, pour le coup, c'est un truc qui marche, inventif de la part des architectes, qui est adapté à nos besoins, à la situation. Donc c'est ici, on a le droit d'être sur 2 étages, donc on a fait 2 étages, et puis on occupe la plus grande partie possible du terrain, et puis voilà, donc vous les empilez, si j'ose dire, ces blocs. Et le résultat, en tout cas sur les... Mais c'est toujours comme ça, je crois, avec ce que nous produisent les archives, c'est toujours très très beau. Donc j'espère que ce sera comme sur le papier, mais je pense. J'ai répondu à votre question. Une question, peut-être la durée de vie. Ah oui, pardon, vous avez soulevé cette question. Alors, en l'occurrence, nous, on a un droit de superficie de durée indéterminée. Théoriquement, on était parti pour 30 ans. Donc, c'est quand même du solide. Et je me figure que ça va durer plus que 30 ans, à moins que les règles changent et que tout d'un coup, on puisse construire du logement à cet endroit, en hauteur, etc. À ce moment-là, je dirais, comment je dirais ça, le grand capital va s'emparer de tout ça et nos logements modulaires ne pèseront plus très lourd. Moi, j'avais aussi une question pour vous, monsieur Cornu. Ce phénomène de gentrification dans les villes, c'est un phénomène que connaissent beaucoup de villes, et même des villes qui ne sont pas en croissance démographique. Mais c'est aussi le résultat d'une volonté politique des municipalités de rénover des quartiers qui étaient enclavés avant, d'amener des transports publics qui mécaniquement entraînent des hausses de loyers, et les pauvres sont rejetés en dehors des villes. Et
Et du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y a déjà des villes qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à trouver des solutions contre la gentrification? Et si oui, quelles sont ces solutions? Mais je pense que si vous prenez la dernière période pendant laquelle, la dernière grande crise économique, on a eu la fin de la pénurie du logement à Lausanne. Alors quand je dis la fin de la pénurie du logement, c'est qu'on est passé de 0,1% de logements vacants à 2%. Mais quand même, ça fait une sacrée différence. Et je pense que c'est vraiment c'est pas tellement la question de la densification que la question de l'offre et de la demande. Et clairement, si la demande explose et que l'offre ne suit pas et ne peut pas suivre, ne serait-ce qu'à cause de la complexité de la réglementation qui évolue tout le temps, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Nous, on a déjà dû reporter 2 fois notre projet parce que la législation a changé en cours de route. Alors, à un moment donné, il faut être autonome, il faut des panneaux solaires, après, il faut autre chose, etc. Donc, vous connaissez tout ça. Donc, non, je crois que c'est pas une question, c'est vraiment une question offre et demande. On observe, comme sur n'importe quel marché, pour n'importe quel type d'objet, que si la demande baisse, les prix baissent. Et si la demande augmente, avec une offre rare, les prix augmentent. Et les loyers qui doublent en 10 ans, vous ne trouvez quand même pas ça dans toutes les concentrations urbaines. Vous trouvez cela vraiment là où il y a une croissance démographique forte liée à un développement économique. Je crois. Je ne crois pas que c'est la question de la densification en tant que telle qui est à l'origine de ce phénomène. La densification, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Non, mais en fait, je parlais de gentrification. Ah, excusez-moi, j'ai mal entendu. Non, je parlais de gentrification, qui est le résultat d'une politique qui est menée dans les villes. Donc il n'y a pas que le développement économique, c'est qu'on préfère mettre les pauvres un peu cachés. Oui, alors, je ne sais pas si on préfère mettre les pauvres dans des lieux cachés. Ce que je sais, c'est que dans un pays où la commune reste l'instance première, c'est un véritable problème, parce qu'évidemment, l'échelle territoriale pour les gens, c'est pas la commune. Personne ne sait où est la frontière de Lausanne. Donc, mais c'est la commune qui gère. Et la situation est encore beaucoup plus grave, par exemple en Suisse alémanique, où la commune finance l'aide sociale. Alors vous avez certainement déjà vu de ces articles où on voit qu'une famille dans une petite commune qui demande l'aide sociale, qui doit demander l'aide sociale, elle va être immédiatement stigmatisée, mise sous pression, soit pour trouver un job, se débrouiller autrement, soit pour déménager et aller dans la commune d'à côté. Et heureusement, on est à l'abri de cela ici, mais c'est vraiment, voilà, on est dans un pays où chaque commune gère en quelque sorte ses équilibres, et notamment ses équilibres sociaux. Et c'est vrai que, et en plus, dans ce canton, vous avez le gouvernement et les autres communes qui vont dire à Lausanne, vous êtes mal gérés. Vous êtes en rouge depuis 25 ans, c'est donc une mauvaise gestion. C'est pas une mauvaise, alors que la ville a simplement supporté l'effort de prendre en charge des populations à moindre revenu d'une manière beaucoup plus importante proportionnellement à toutes les autres communes et à tout le reste du canton. Là, il y a un vrai problème de différence de valeurs, de projets politiques, avec à Lausanne la volonté d'être une ville inclusive, une ville qui accueille, et puis ailleurs la volonté tout à fait différente. Et ça, c'est pas tenable. C'est peut-être tenable pendant 20 ou 25 ans, mais peut-être pas plus.
réflexion, une question? Dans ce cas-là, j'aimerais vous remercier chaleureusement tous les trois. Merci le public. C'est notre dernier débat de la saison d'urbanité, donc on se retrouve en octobre, peut-être en septembre. Ça dépend un petit peu de l'actualité de ce qu'elle est.